خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver en direct sur le studio des élections présidentielles, l'émission, pratiquement la seule émission libre en ce moment en Algérie. Je le dis avec beaucoup de modestie et de tristesse. Ce n'est pas un motif d'orgueil pour moi, mais c'est la première fois de ma carrière de journaliste où je me retrouve dans le seul espace médiatique libre dédié aux élections présidentielles dans notre pays, notre chère Algérie. Et il n'y a plus d'espace libre, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de possibilité de se contredire, de discuter, d'échanger, de réunir les opinions divergentes. Malheureusement, la répression, la politique des incarcérations, la fermeture des espaces médiatiques, la fin programmée de la liberté d'expression dans notre pays a réduit comme une peau de chagrin toute possibilité de débattre sur les enjeux d'une élection présidentielle dans notre pays. Pourtant, le 7 septembre prochain, plus de 24 millions de personnes seront appelées aux urnes pour désigner ou choisir leur futur président de la République. C'est quand même l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est pour ça que nous avons consacré ce studio et c'est pour ça que nous essayons à chaque fois de vous ramener des invités de qualité. La qualité, elle est là parce qu'il y a le courage et l'audace, alors que beaucoup de gens ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec moi M. Aresqi Dahmani. Marhaba bik, monsieur Aresqi, économiste, consultant, professeur à Paris ici. Je ne me trompe pas? Très bien, parfait. Voilà, merci beaucoup monsieur Aresqi. Nous allons parler beaucoup d'économie aujourd'hui et ça fait plaisir qu'on accueille un universitaire algérien qui a brillé à l'international. On ne reconnaît pas suffisamment le mérite de nos élites à l'étranger. Pour nous, c'était un devoir et on vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment de votre invitation. On va essayer d'être à la hauteur. J'en suis sûr, je n'ai aucun doute. Et j'ai avec moi un invité qui est aujourd'hui Mouldar, comme on dit en arabe, Mahbabik Omar Aït Mokhtar, ancien candidat aux élections présidentielles, ancien partisan de Tebboune, aujourd'hui grand détracteur de Tebboune et l'un des agitateurs de l'actualité algérienne. On peut aimer, on ne pas aimer Omar Aït Mokhtar, mais on ne peut pas lui dénier la qualité d'un débatteur hors pair. Mahbabik Omar. Merci Abdou, un plaisir de venir dans ton émission, surtout avec mon ami Aresqi Dahmani. Voilà, c'est Aresqi. On a beaucoup parlé, à chaque fois qu'on évoque l'Algérie et la situation politique de l'Algérie et les élections présidentielles en Algérie, on parle régulièrement et pratiquement uniquement du volet politique. On a toujours parlé que des détenus politiques, pour le moment, que des détenus d'opinion, que la question des droits civiques et des libertés fondamentales qui sont réprimées, violées et la régression liberticide de la situation des libertés publiques individuelles depuis 2019, mais aussi le bilan économique. Et le bilan économique est malheureusement l'autre catastrophe dont on ne parle pas suffisamment. Un petit résumé, et je vous donne la parole, mon cher Aresqi. Depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Une inflation terrible, un chômage qui explose, une paralysie économique, très peu de méga-projets, très peu de projets, des pénuries de produits de première nécessité, une crise du pouvoir d'achat, une explosion du nombre de haragas qui veulent partir fuir l'Algérie et aller vers l'étranger. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Algérie sur le plan économique? De 2019 à 2024, quel est votre regard, vous qui êtes économiste? Est-ce que l'Algérie elle a régressé? Les Algériens le sentent, la cherté de la vie a changé. Aujourd'hui, des biens de consommation qui étaient disponibles en abondance avant 2019 sont aujourd'hui des produits rares, des pièces de rechange, des médicaments, des produits alimentaires, des vêtements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le plan économique? Est-ce que l'Algérie est dans une situation économique alarmante? Oui ou pas? Alors, ce problème, ce mal algérien ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la nature, les ressorts du modèle industriel algérien. Quand j'entends ce bilan que vous venez de faire, c'est le bilan qui avait 20 ans, qui a 30 ans, qu'il y a dans les années 70. Certes, pas avec les mêmes acteurs, mais je pense, comme vous avez si bien dit, le sujet, le sport national, c'est la politique. Mais on ne peut pas parler de politique si on ne parle pas d'économie. L'essence du pays, c'est l'économie. Même ceux qui font de la politique, ils font de la politique parce que, c'est le paradoxe, parce qu'il y a de la richesse.
Je le dis dans toutes mes conférences en Afrique, y compris à des chefs d'État, y compris à des bureaux d'experts. Je vais vous donner cette image, comme vous venez de le dire. Quand on regarde le sous-sol algérien, le potentiel économique, culturel, etc. de l'Algérie est infiniment grand. Et pourtant, quand vous sortez en surface, il y a des humains, beaucoup, une très grande majorité, malheureusement, vivent dans une misère sans nom. Ce qui est inadmissible, inacceptable, au regard de la richesse et du potentiel de ce pays. Donc quand on fait ce constat, ça voudrait dire qu'il y a eu des erreurs profondes dans ce pays. Est-ce que le bilan, vous avez dit tout à l'heure que c'est le même constat il y a 20 ans ou 30 ans. Oui. Mais force est de constater que depuis 2019, il s'est passé des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. J'arrive. Parce que le fait qu'il n'y a plus de voitures dans le pays, non, mais j'ai compris. Le fait qu'il y avait beaucoup de pénuries, l'inflation elle existait, mais quand même on est arrivé à, je le rappelle aux téléspectateurs, ils l'ont vécu, l'inflation des produits alimentaires, elle était entre 14 et 15% pendant 3 ans pour les produits agricoles frais. Elle a atteint jusqu'à 25% si on inclut les viandes et la volaille, etc. C'est une question mécanique et très simple à comprendre, ce que vous évoquez. Pendant longtemps, très longtemps, quand vous dites, je vous reprends vos termes, quand on va au marché, on trouve tout. Parce qu'on a lâché les vannes des importations. Tout a été importé. Or, le premier crime qu'on a commis à l'égard de l'économie algérienne, c'est justement cette politique d'importation à outrance. Quand vous importez, vous tuez la production nationale. Ça veut dire quoi? Lorsque vous importez une pomme, vous allez au marché, elle est importée, le prix sera beaucoup plus faible que celle du fellah ou celle qui va venir d'à côté elle va se retrouver en concurrence sur le même marché. L'Algérien va courir vers la pomme qui coûte moins cher et ne pas acheter la pomme du pays. Et ça, on peut le développer sur tout, sur le piment, sur le poivron, sur les fèves, sur tout ce que vous voulez. Donc là-dessus, on a organisé, avec l'industrie, on a massacré l'agriculture algérienne. Pourquoi on l'a massacrée? Parce qu'on a, ce que je vous disais tout à l'heure, on a donné la priorité aux méga projets industriels, parce qu'on a opté pour le modèle industriel soviétique, qui est le gigantisme industriel. Et pour cela, pour vendre, on a utilisé l'agriculture, on a nationalisé l'agriculture, on a fait la révolution agraire, etc., on a fait beaucoup de choses. Et pourtant, c'est l'esprit que Tebboune a mis fin aux importations. Non, il a fait une politique de restriction. Mais j'y arrive, tout est lié. Donc ça, c'est cette première phase, pourquoi on trouvait tout, etc., et les prix étaient accessibles. D'accord. Maintenant, le deuxième volet sur lequel vous jugez en apparence, c'est de dire, vous avez vu l'inflation, etc., c'est quoi? Quand on a bouclé, vous m'avez donné, vous me passez la main royalement, quand vous diminuez les importations, etc., c'est quoi la conséquence sur l'offre? L'offre va baisser. D'accord? Avant, c'était la rencontre de la pomme algérienne et de la pomme importée. Maintenant, on ne trouve que la pomme algérienne. Exemple. Mais on peut multiplier ça aux voitures, à tous les marchés possibles, etc. C'est un principe mécanique. L'offre est inférieure à la demande. C'est automatiquement, vous avez une augmentation artificielle du prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est le gras. Le prix n'a pas de justification. D'accord? Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a cette inflation aujourd'hui en Algérie, parce que tout simplement, on a déséquilibré le marché. Moi, j'ai toujours, je vais vous dire une histoire, mais véridique. Le peu de temps que j'ai eu l'occasion, on m'a permis de rentrer, je n'ai jamais, par principe et par cohérence, mangé une pomme, mangé quoi que ce soit en Algérie qui était importé. J'allais toujours voir les paysans, j'achetais chez eux. Tout le temps. Jamais j'ai été au marché. Quand je vais voir les petits flahs à côté, etc., j'achète chez eux, ou bien je vais chez eux, à Zeralda, etc., partout dans cette région, il y a des choses extraordinaires, où je viens, les paysans chez nous aussi, dans les montagnes, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est une question. Après, une fois qu'on a expliqué ces choses très simples, après, la question de fond qui se pose, pourquoi on a laissé faire à outrance les importations et volontairement on a assassiné l'agriculture? C'est ça la question.
Alors aujourd'hui, le discours de Tebboune, et que je rappelle encore une fois, c'est à l'esprit, c'est l'exact contraire. Non, mais- Là, il a mis fin aux pratiquement aux importations, enfin, il a réduit drastiquement, Oui. il a prétendu qu'il va relancer la production locale, Oui. ça n'a pas été le cas, on a eu des pénuries. Est-ce qu'il n'y a pas un juste moyen, Très bien. ou un juste milieu, pardonnez-moi pour l'expression, est-ce que ce qui a été fait de 2019 à aujourd'hui n'a pas été trop radical, trop brutal, et ça a aggravé ou détérioré les conditions de vie de la population algérienne? Ça, c'est une question pertinente, on peut la poser. Mais surtout, il faut comprendre. Tebboune, il est là depuis combien de temps? 5 ans? Oui. 5 ans. L'indépendance de l'Algérie, c'est 65 ans. Donc, 62. Allez, on y va. Donc, on va faire simple, je vais vous faire un cadeau. Non. Donc, on a eu 55 ans de massacre. Vous ne pouvez pas, en 5 ans, corriger, etc., tout ce qui a été fait. Surtout, à supposer qu'on a fait le nécessaire, on a pris des décisions pour relancer la production nationale, etc. Ce qui n'est pas le cas, on peut en parler. Donc, il faut être juste. Les conséquences d'aujourd'hui, ce sont bien évidemment tout ce qui a été fait. Vous ne pouvez pas planter un arbre, vous ne pouvez pas changer la mentalité des gens, des paysans. Les paysans, on a vidé les campagnes algériennes. On a vidé. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays hier qui était le grenier, ça c'est connu par la terre entière, qui est le grenier de l'Europe, il devient aujourd'hui quasiment le premier client. On dépense entre 30 jusqu'à 40 milliards uniquement de dollars, uniquement pour le tube digestif algérien. C'est ce qu'on appelle la consommation improductive, c'est la consommation finale. J'arriverai. Omar, toi qui as vécu avec les deux systèmes, honnêtement, tu as vécu la période avant 2019 et la période post-2019. Est-ce que tu ne serais pas d'accord pour dire qu'il y a eu une détérioration des conditions économiques du pays? Est-ce que tu n'as pas senti une régression économique? Clairement, Omar, est-ce qu'on ne vivait pas mieux avant 2019? Et que la politique économique qui a été conduite depuis 2019 n'a pas produit des résultats positifs? La preuve, il y a eu des pénuries quand même assez graves. Rappelez-vous ce qu'on a vécu. Pénurie de l'huile de table, pénurie de l'ail, pénurie du sucre, explosion des prix, le mouton est arrivé à 15 millions. Qu'est-ce qui s'est passé, Roman? Est-ce que selon toi, il n'y a pas une régression? Tu as commencé par dire que les gens ont peur de débattre. Donc ce plateau reste l'un des rares endroits où on peut justement débattre. J'ai entendu mon ami Dahmani, Arzqi Dahmani, parler techniquement sur l'économie. Rien n'est possible sans réhabiliter la politique. Rien, vraiment. On parle de la politique économique. Il n'y a aucun débat. Tout est muselé. Donc, ce pouvoir est amnésique. On est dans le noir. On va rentrer dans le grand noir. Nous sommes dans une période électorale. Que les gens puissent débattre. Tu ne trouves même pas de personnalité. Ils ont peur d'aller en tôle. C'est les arrestations, c'est les ISTN. Si une voix discordante à ce pouvoir, tu vas être arrêté. Une phrase dans un réseau social, tu vas en tôle. Le problème est politique en Algérie. Le problème économique viendra après. Donc voilà un spécialiste qui peut vous donner des orientations. Je veux bien que ce pouvoir... Ça veut dire quoi que le problème économique viendra après? C'est pas une priorité pour le moment? Non, le problème est politique. Monsieur Arzqi Dahmani, qui est prof en économique, ici en Afrique, il peut aider les décideurs à prendre de bonnes décisions. Il n'est pas le seul. Il y a des spécialistes en Algérie et à l'étranger. On ne les laisse pas. Donc, ce pouvoir est en train de mentir d'abord, parce que la situation qu'il décrit est fausse. Tu le sais très bien. Est-ce qu'il y a une régression, oui ou pas, par rapport à la période d'avant 2019? Honnêtement. Moi qui étais pour le 5e mandat, pour des raisons que je peux t'expliquer, vivement, Bouteflika, bien évidemment, on a régression. Nous sommes dans le noir, on rentrera dans le grand noir. Parce qu'il s'agit de renouveler le mandat de Tebboune ou pas. Il ne s'agit pas de discuter de l'intérêt du pays. Économiquement, politiquement, les gens sont en train de fuir. C'est ça la réalité du pays. Donc l'inflation, je ne veux pas parler de problèmes techniques, économiques, parce qu'il y a des solutions. Mais ce pouvoir, il veut rester au pouvoir. On va régler le problème de la succession de Tebboune ou pas. Pour les Algériens, il n'y a pas d'élection. D'ailleurs, faire cette élection, cette campagne électorale au mois d'août, ça explique tout. C'est insulter l'intelligence des Algériens. Moi, j'y reviens. C'est à l'esprit. Vous qui sillonnez l'Afrique, vous avez voyagé beaucoup à travers le monde,
il y a quand même des pays qui sont des dictatures, mais qui sont prospères. Oui. La Chine n'est pas une démocratie. La Turquie d'Erdogan, malgré les difficultés économiques récentes, mais elle a connu une grande période de croissance, n'est pas une démocratie. La Russie de Poutine, quand même, elle a tenu face aux sanctions occidentales, la Russie a repris un petit peu son développement économique, mais elle n'est pas une démocratie. Et je peux citer d'autres exemples. Oui. Mais pourquoi le régime algérien, malgré le fait qu'il soit une dictature, il aurait pu au moins essayer de vous nous avez enlevé la démocratie, vous nous avez enlevé les droits de l'homme, attendons au moins le développement économique. Pourquoi le régime algérien n'a pas réussi à développer économiquement le pays, selon toi? Alors, je vais prendre un exemple qui est c'est la Chine. D'accord. La Chine, c'est quoi son modèle économique? Je vais le faire simplement pour que tout le monde puisse comprendre. La Chine, c'est un pays communiste. C'est un pays qui est géré par un bureau politique. Hein, c'est tous du communisme à fond. Mais comment est organisée la relation, la fonction politique en Chine et la fonction économique? Et c'est là la solution de l'Algérie. Le pouvoir chinois a donné une totale liberté, c'est même du capitalisme du XVIIIe siècle, aux entreprises chinoises à la base. Il y a une flexibilité totale du marché du travail. Les prix sont organisés librement. C'est le libéralisme le plus total. Il n'y a pas de liberté politique, mais une liberté économique. Ah, totale. Voilà. C'est là où ce qui fait qu'aujourd'hui, on bat en Chine des conditions de travail. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de trucs. C'est le 19e siècle dans les conditions de travail. Je ne dis pas, mais j'explique. Leur compétitivité vient de là. Vient parce du coût de salariés, etc. C'est l'exploitation. C'est totalement d'exploitation. Il n'y a pas de souci. Mais par rapport au modèle occidental classique que nous connaissons. Je ne veux pas. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour ne pas comparer comme ça du jour au lendemain. Je dis, je suis en train de montrer leur degré de compétitivité, leur agressivité sur les marchés internationaux. C'est dû à ça. L'Algérie, c'est quoi? L'Algérie, c'est 2 prisons. Il y a une prison en haut et une prison en bas. C'est-à-dire? La fonction politique est totalement cadenassée. Totalement cadenassée. Parce que sinon, il va falloir faire beaucoup de réformes pour arriver à ça. Pour arriver au résultat chinois ou vietnamien, on peut parler d'autres pays. Et au niveau économique, moi j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs africains, comme vous le savez. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille sur l'ensemble de l'Afrique, jusqu'à présent, sur pratiquement 53 pays africains, sauf un pays. Voilà. Donc, à l'étranger, je suis chez moi, et chez moi, je suis à l'étranger. Pour revenir à après, juste une question technique, on va revenir au politique. Quand même, quand on voit, parce qu'on parle tout à l'heure, le régime algérien, les contre-performances économiques, les mauvaises performances économiques sont vieilles, ne datent pas d'époque de Bouteflika. Mais quand même, en 2019, quand Bouteflika a quitté le pouvoir, il a laissé un pays zéro dette. D'accord. Avec des réserves de change, une quarantaine de milliards de dollars, avec des infrastructures importantes qui ont été lancées, métro, tramway dans plusieurs villes, autoroute Est-Ouest, près de 3 millions de logements, etc. Et Annie Tebboune avait tout pour lancer le décollage économique. Honnêtement, zéro endettement. On aurait pu soulever, on aurait pu ramener des capitaux depuis l'étranger, lancer pas mal de projets. Les infrastructures qui étaient, on aurait pu les exploiter parce qu'elles étaient déjà construites. On aurait pu les améliorer ou en faire d'autres pour développer le pays. Mais il y avait une base. Il y avait une base sur laquelle Tebboune aurait pu utiliser pour améliorer la situation économique du pays. D'accord. Alors, je voudrais qu'on boucle le premier débat. Sinon, les gens ne comprendront pas. En bas, le rez-de-chaussée, la classe ouvrière chinoise, des entrepreneurs chinois, ils vivent sur les règles d'un libéralisme économique total. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. D'accord? Donc, si on veut garder le cadre actuel, il va falloir avoir le courage par laisser les gens, je dis bien laisser les gens entreprendre. Quand je parle des Français, je parle des Algériens. Après, il y a une réforme, il y a des réformes à faire, il y a des progrès dans le domaine. Par exemple, il faut libéraliser le port, tous les ports. Si on veut, le premier signe d'un développement, import-export, c'est la liberté de circulation des biens, etc. Après, il y a le système bancaire qu'il faut moderniser. On a le système le plus archaïque de la planète. C'est inacceptable, inadmissible. Là, je viens de... Encore une fois, pour que les gens comprennent,
On a chassé Western Union pour le peuple, pour les Algériens, etc. Western Union ne peut plus travailler en Voilà. Algérie. Pourquoi on ne leur a pas renouvelé le contrat. Voilà, on n'aura pas renouvelé le contrat. Voilà. C'est avec Algérie Post, voilà. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Le coût n'est pas là. Le coût, c'est ce qui vient d'annoncer cette semaine, c'est de créer 4 BCE, 4 banques commerciales extérieures, ici à Paris. Il vient d'annoncer. D'abord, pourquoi 4 banques, etc. à Paris? Non, 4 agences bancaires algériennes en France. Ça. Oui, 4 vraiment avec des pouvoirs. Hein, c'est-à-dire aussi bien pour des particuliers. Ils l'ont déjà fait au Sénégal et en Mauritanie, 2 banques algériennes. Oui, mais ça, c'est logique. Ça, c'est logique parce que, bon, c'est un autre débat aussi. L'avenir des exportations de l'Algérie ne sont pas en Europe. Il n'y a aucun degré de qualité, de normes, etc. C'est l'Afrique. Sauf qu'il faut produire pour pouvoir exporter. Absolument, on est d'accord. Maintenant, continuons ça. Ça, pourquoi? Là aussi, quand vous me dites s'il n'y a pas... C'est un tout. C'est ce qu'il y a eu une réflexion pour décider, je ne sais pas qui a décidé ça, de faire 4 agences à Paris. Pourquoi? Pour qu'il n'y a que la région parisienne où il y a des Algériens. L'intelligence élémentaire serait de faire une banque à Lille, une banque à Paris. Ce qui a été initialement prévu. Moi, d'après mes infos, ils avaient visé 4 grandes villes françaises. Cette information uniquement à Paris, moi, je ne l'ai pas. Moi, on m'a précisé hier, les 4 seront à Paris. Et si on avait le temps, on pourrait expliquer le pourquoi. On y reviendra. Voilà. C'est normal. Tout à l'heure, tu as dit le politique d'abord, le politique d'abord. Toi, tu as été avec Tebboune en 2019. Est-ce que tu étais séduit par son programme économique, honnêtement? Pas du tout, non, non. Le problème n'est pas là. Je voulais que le problème politique soit réglé, réhabiliter la politique. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je voulais qu'il y ait des élections, parce qu'il faut un locataire à Al-Moradia. Et comme Tebboune avait le profil, franchement, j'avais confiance en sa volonté. Il a fait tout à fait le contraire. Ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, on n'a pas de problème économique, on n'a pas de problème financier, on a un problème économique. On a un problème de politique économique. C'est exactement la bourgeoisie comprador. On a mis les hommes d'affaires en prison. Les Haddad et tout ça, le FCE et tout ça. Avant, c'était Khalifa. Moi, je n'aurais mis personne en prison. Parce que s'il s'agit de corruption, on n'a pas réglé le problème de la corruption. Aujourd'hui, d'ailleurs, je salue le courage de Saïda Norzin, qui a été persécuté par une organisation patronale fabriquée de toutes pièces par Boualem, qui est le créateur de machin. Elle a tout à fait raison. Elle veut se défendre avec cette candidature, justement. Je la salue. Elle ne réglera rien. Hein, donc, parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Le CREA est en train de racketter les hommes d'affaires pour faire la compagnie. On n'a rien changé des habitudes anciennes. Le problème aujourd'hui... il peut se régler que politiquement. Je salue d'abord le courage des 11 signataires, dont Boumala, Karim Tabo, Mohsen Blabbas, Laskri, Madame Sadet, qui ont fait donc une déclaration ouverte. Ça, par contre, moi, personnellement, on m'a appelé à Paris, on se réunit ce vendredi pour donner l'écho à cette déclaration, parce qu'il faut absolument parler de cette élection présidentielle. À l'américaine, quand je vois Biden se retirer, ce qu'il a dit est très important. Il a dit « j'ai envie de rester au pouvoir ». Mais l'intérêt des États-Unis, ce n'est pas moi. Tout le monde veut qu'il se retire. Mais Tebboune, au deuxième mandat, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit, la parole de l'État vis-à-vis des étrangers, des pays comme le Mali, comme l'Espagne et tout ça, ça ne se fait pas du tout. Et donc aujourd'hui, est-ce que il n'est pas opportun de reculer, d'annuler ces élections pour passer à un mandat de transition? On peut le faire quand nous ne sommes pas en crise. Est-ce qu'on attend une crise aiguë? Est-ce que le peuple sorte dans la rue et tout ça? Parce que ça ne va pas. Économiquement, ça ne va pas. Est-ce que ce n'est pas plus intelligent que Tebboune annonce son retrait et puis discutons? Nous ne sommes pas... nous sommes un peuple, on peut discuter, évidemment. Il faut, je pense, les décideurs, c'est l'armée. On peut faire un contrat moral avec cette armée. On doit protéger cette armée pour qu'elle nous protège. On doit passer à un débat objectif entre tous les... On règle les problèmes politiques parce qu'il ne doit pas y avoir de problème économique. Avec un grand pays comme ça, donc... c'est mal géré, c'est la mauvaise gouvernance, ce n'est pas autre chose.
On n'emprisonne pas les gens qui font des débats. Le plateau de Radio M, combien je ne suis pas d'accord avec Hassan Al-Qadi, mais il n'a absolument rien à faire en 10 ans. Omar a dit quelque chose de vraiment qui m'a rappelé la citation d'un économiste français que je suis énormément et qui a dit que c'est une énigme l'Algérie. C'est pas normal d'être un pays continent, d'être sous-développé économiquement. C'est pas normal d'avoir le désert, une grande façade maritime, une position géographique importante, etc. Une diaspora. Donc la nouvelle Algérie qui devait naître après le Hirak. C'est le cas de Jadida, c'est pas Jazal Jadida. Normalement, le premier signe du renouveau, c'est l'économie. Le premier signe d'un succès, c'est l'économie. Oui. Mais là, est-ce qu'on n'a pas, pourquoi on a échoué? Et encore une fois, juste la deuxième question dans le premier, est-ce que c'est pas la faute aussi à la chute des investissements étrangers? Non, mais Parce qu'on a remarqué que. Je reviendrai sur le problème quel politique. étranger viendra chez toi? Justement, parce que on a remarqué que beaucoup de pays se sont développés grâce à l'investissement étranger direct. On appelle les IDE. Oui, les Or, en IDE. Algérie, entre 2021 et 2022, on n'a pas les chiffres de 2023-2024, mais Zéro. 2021 et 2022, une chute de 80 jusqu'à 90% dans beaucoup de secteurs. Oui. Est-ce que ça Mais, explique pas le mauvais bilan euh, actuel? Excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Tu crois que tous les investissements étrangers au cours du 4e mandat de Bouteflika avec les gens du FCE et tout ça, tout a été annulé. Mais ils ont des chancelleries en Algérie qui font des rapports. Les entreprises étrangères ne viendront jamais. Ils n'ont pas confiance avec l'instabilité. L'instabilité politique ne viendront jamais. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est l'instabilité politique qui explique tout ça? Mais bien Non, sûr. Non, d'abord, il y a la réflexion, il faut être sérieux, il faut poser les vraies questions de fond. D'accord, parce que ce n'est pas uniquement tout beau. Si on veut parler de l'économie algérienne, Oui, hein, c'est vrai, d'accord, c'est très important. D'abord, je vais essayer de répondre à quelque chose qui vous énerve depuis tout à l'heure et vous voulez avoir une réponse. Je n'osais pas aller sur ce type de débat. Je dirais la corruption sous Bouteflika a changé de nature sous Tebboune. D'accord. Le mouvement Elle a changé de nature. Hein. de nature. C'est-à-dire? On n'a pas réglé le problème donc. Oui, non. C'est juste, on l'a organisé, restructuré, il a pris notre forme. Et au lieu que ce soit le FCE, c'est le CREA. D'accord. Ok, vas-y. C'est quoi? Mais même dans l'attitude, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la puissance de Bouteflika, ce n'est pas ses succès économiques, etc. Je l'ai dit depuis des années, malheureusement, normalement, en toute logique, la rente pétrolière, cette richesse pétrolière, aurait dû être la chance de l'Algérie. Elle a sa rente tout de suite, et l'exploiter, et l'utiliser d'une manière intelligente. Mais l'histoire économique nous montre que tous les pays qui ont eu cette malédiction n'ont pas réussi immédiatement leur développement. Ça, c'est le premier truc. Mais Bouteflika a joué, il a monté son système sur une corruption généralisée. Tout le monde, il n'y a pas de maillon faible, tout le monde avait sa part. Donc il y a du pouvoir d'achat à tous les étages. Et aussi, de l'autre côté, on a aussi tous ces trafiquants, tous ces bandits de l'importation sans pitié qui constituent des véritables rentiers au niveau de l'importation. Tout ce que vous voulez, la banane, le kiwi, le machin, tout ce que vous voulez, il y a des gens qui sont derrière, qui ramassent, qui distribuent. Au contraire, c'est ceux qui ont organisé l'assassinat de l'agriculture algérienne. Et d'autres, et de la petite industrie, etc. Donc ça, on n'est pas dans le même truc. Deuxièmement, il y a une erreur que je passe mon temps à expliquer à tous les chefs d'État africains, maintenant ils commencent à comprendre, c'est que nous, tout de suite, on a hérité des théories de développement. Tout de suite, dès qu'on parle d'économie, quel modèle de développement? Non. Il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, que personne ne l'a fait en Afrique. Il y a quelque chose d'une période avant de commencer à réfléchir au développement, c'est ce qu'on appelle de créer les conditions du développement. Lesquelles? Voilà. Les conditions du développement, ce sont les conditions prioritaires qui vont vous conditionner n'importe quel projet économique, industriel, agricole. C'est quoi? 1, l'eau. 2, l'énergie. 3, l'infrastructure, les routes. Les routes, on peut élargir, maritime, le rail, etc. L'infrastructure est fondamentale. D'accord, c'est vraiment, vraiment très fondamental. L'éducation, les ressources humaines, le capital humain qui est fondamental. Voilà moi ce que j'appelle les conditions sine qua non. Il faut, avant de penser à construire une sucrerie, n'importe quoi, d'abord les conditions. Imagine, vous allez dans la forêt où vous allez au Talaguilef, installer votre poulailler, vous allez faire, etc. Après, par où? Comment? Vous avez besoin d'énergie, il n'y en a pas.
Vous avez besoin de l'eau, il n'y en a pas. Vous avez besoin de transporter. Ça, on peut le généraliser dans le sud, etc. Donc ça, c'est la première chose. On trafique en même temps qu'on a un projet, on essaie d'inventer, d'améliorer l'infrastructure. Si on veut être rationnel, c'est ça, les premières conditions, c'est de réunir. Aujourd'hui, c'est quand même inadmissible. On a évoqué un certain nombre de sujets, mais il y a quelque chose qui me choque profondément aujourd'hui, c'est la question de l'eau. Là aussi, j'apprends, là, comme hasard, etc., que, moi, ça fait un moment que je travaille sur l'eau, j'apprends qu'il y a un plan d'eau qui vient de national, un plan national sur l'eau, etc. Moi, je dis à Omar, etc., on a aujourd'hui, nous possédons aujourd'hui toutes les technologies, quelle que soit la nature, la qualité de l'eau, on peut la traiter, etc., à mettre quasiment 1 million, je dis bien 1 million de litres d'eau par village dans les 5 ans à venir. Et je n'ai pas besoin, d'investissement algérien, je n'ai pas besoin de sous algériens. J'ai des investisseurs aujourd'hui qui sont prêts à investir, à faire, mais simplement, quand j'avance avec eux, pour installer un dans chaque ville, par jour, 1 million de litres potables, je ne parle pas d'etc. C'est quoi? C'est tout simplement, je suis confronté à un problème énorme, c'est de 51-49. De 51-49 qui est quelque chose qui a été enlevé dans certains secteurs. Pas du tout. Pas tous les secteurs stratégiques. Les secteurs stratégiques, on a regardé. Oui, non. On a parlé, ça a été la propagande de Tebboune en... Il a été maintenu dans certains... Absolument. C'était, moi aussi j'ai parti là-dessus, c'est pour ça que j'ai accepté l'eau, j'ai accepté l'énergie, etc. J'ai dit que ce n'est pas stratégique, mais dès que je me suis retourné, moi j'ai quelqu'un, un fonds d'investissement, il me dit, monsieur... Le secteur de l'eau est classé comme secteur stratégique, donc le 51-49 s'applique. Je parle d'eau potable. Oui, d'eau potable, je sais. Si vous appelez l'eau potable comme secteur stratégique, pour un État, c'est normal. Si tu n'es pas capable de donner à boire à tes gens, etc., c'est un problème. Maintenant que ça devient stratégique et que tu en fasses le nécessaire, oui. Moi, j'ai quelqu'un qui dit tout simplement, voilà, moi, je suis prêt à venir, je prends uniquement sur chaque usine, etc., je prends 65%. C'est pas 49, c'est pas ça, mais je ne demande pas un centime. Et je laisse 35%. Et cet investissement, il est bloqué à cause de ce code. De ce code. Alors, c'est un bon exemple, c'est un bon exemple de gâchis. De gâchis. Justement, mais attends, franchement, sincèrement, il y a un autre truc qui parle aussi, qui était une autre décision majeure qui vient d'être prise, c'est la construction, comme vous savez très bien, il y a une très grande muraille pour arrêter la progression du désert. Désertification. Il y en a deux. Il y a la grande muraille verte africaine. Le barrage vert. Non, d'abord africaine, qui est financée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui part de Dakar jusqu'à Djibouti. Traverse, ça fait 6700 km sur 15 km de large. Les Algériens, comme ils ne font pas partie de ça, comme d'habitude, comme la mosquée, comme beaucoup de choses, ils réagissent pour avoir aussi leur propre barrage vert. C'est tant mieux, c'est bien. C'est une politique par réaction, jamais par réflexion, etc. Mais il fait bon, que vous allez voir, c'est la politique du NIF. Mais ça mène nulle part. Il y a eu le barrage vert algérien qui était des années 70, de l'époque de Boumediene. Oui, mais on en parle toujours. Mais là, ils ont décidé de faire 600 km sur 100 km. D'accord ? Voilà. Je leur ai posé sur la table un projet complet de A à Z pour faire sur la base d'un écosystème sur lequel, encore une fois, je reviens en dessous, où je leur dis, je n'ai pas besoin d'un centime parce que ce barrage-là, je vais le faire financer par la Banque mondiale, par le bilan carbone. Je dis pourquoi ? Parce que je leur explique les nouvelles dispositions sur le principe du pollueur-payeur. Voilà, les multinationales versent de l'argent pour indemniser la communauté internationale. Nous, c'est l'inverse. Nous, on va avoir du bonus, puisque l'espace qu'on va créer, il va absorber du CO2, il va traiter le CO2, mais au lieu de faire du barrage pour du barrage, j'ai travaillé avec des équipes, qui sont des équipes canadiennes, etc., pour créer des fermes. Ça l'impact de ces fermes. Et ces propositions, finalement, elles sont parvenues aux dirigeants algériens? Est-ce qu'il y a eu des échos? Est-ce qu'il y a eu des réponses? Est-ce qu'il y a eu des suites? Mon ami Abdou. Rien? La réponse qu'on m'a dit, c'est tragique, que ce soit pour ça, que ce soit pour d'autres sujets, comme les traitements des déchets, etc. On n'a pas besoin de l'argent des autres, nous avons de l'argent. Ce qui est une erreur. Mais Abdou, je vais te dire une chose. Des personnalités comme Arzqi,
peut aider les décideurs à prendre de bonnes décisions pour l'avenir du pays. Mais quand Tebboune se déplace à Tizi Ouzou, il faut inviter des gens spécialement briefés pour dire à Tebboune, vous êtes un génie. Il ne lui dit pas ce que est en train de dire mon ami Dahmani. Non. Donc, il y a malheureusement, pourquoi c'est révoltant, il y a des solutions pour ce pays. Ah oui. Mais le problème, est-ce que Tebboune, quand il va dans une ville comme Tizi Ouzou, une visite sur mesure, des hélicoptères, on a assiégé la ville pour montrer à tous les Algériens, ça y est, Tebboune il est aimé par le peuple, ce qui est faux, bien évidemment. Quand il va inaugurer un stade, on a proposé à la veuve Ait Ahmed, qui est en Suisse, et ses enfants, un avion présidentiel pour assister. Elle a dit non, je ne veux pas, parce que Ait Ahmed n'aurait jamais accepté cette manigance. Donc, on n'écoute pas les gens compétents en Algérie. On ne les écoute pas maintenant. J'aime. Justement, une dernière question pour clôturer ce débat. Est-ce que ça pourrait changer dans son deuxième mandat? Non, mais pas du tout. Est-ce que, parce que lui, Non. il a dit lors de son, lors de l'annonce de sa candidature, le 11 juillet, Non. il a dit qu'au premier mandat, j'ai pas eu le temps, il y a eu le Covid, il y a eu la stabilisation politique. Ouais, c'est ça. Peut-être que le Il y a deuxième des mandat circonstances. sera le mandat Non, de la non. relance. Abdou, Est-ce qu'il faut le croire, Abdou, Omar? Abdou, je ne crois pas une seconde, parce que comme la FFS, la SEC du FFS participe aux élections, ils disent qu'on a demandé à Tebboune de libérer les prisonniers. Donc ils sont des otages. Tebboune doit partir, il est médiocre. Je ne peux pas dire plus que ça. Je ne veux pas l'insulter, il est médiocre. D'abord, j'ai écouté ce qu'a dit Sofiane Djilali, il a tout à fait raison. Il n'a pas les hommes autour de lui. Et Tebboune a échoué. Qu'il laisse l'Algérie tranquille. L'Algérie ne doit pas échouer. Très On bien. a des hommes, voilà. Est-ce que pour le deuxième mandat, il pourrait faire mieux? Pas du Est-ce tout. qu'il pourrait Oui, changer? Est-ce qu'il aura le temps? Est-ce que ça pourrait être une opportunité de faire mieux? Moi, la politique politicienne, ce n'est pas mon domaine. Mon ami est très fort, c'est son domaine. Moi, je fais de la politique à partir de l'économie. D'accord. Ils donnent des solutions économiques. Ah oui, mais c'est de la politique. C'est de la politique. Oui, Ce n'est pas possible sans réhabiliter la politique. C'est tout. moi je dis oui. Moi, dans les 5 années à venir, se remettre en cause, échanger. Est-ce qu'il aura le temps de Je vais rattraper? être très démocrate, que ce soit Tebboune ou quelqu'un d'autre. Il faut réformer en profondeur le pays. Il faut avoir le courage, d'accord? Il faut avoir le courage de dire maintenant stop, commençons par le début. Je viens de dire, moi je peux tout de suite présenter les 5-6 décisions à prendre, etc., pour restructurer. Premier truc, très important, on n'aura jamais une démocratie en Algérie si on ne participe pas à la création d'une bourgeoisie algérienne. Sans bourgeoisie, il n'y aura pas Pour qu'il y ait une bourgeoisie, il faut une croissance économique et une économie dynamique. Je parle des gens qui investissent. Ouais, je ne parle pas qui des créent de la voleurs. richesse. Je ne parle pas des voleurs. Je ne parle pas des Oui, importateurs. des gens qui s'enrichissent parce qu'ils créent de la richesse. Absolument. Et puis, c'est pas que ça. C'était le plan de Bouteflika, attention. Ouais, ouais. C'est il faut C'est le créer- projet de Bouteflika. Non, la mais- libéralisation de l'économie est fondamentale. Il faut privatiser. Il faut remettre ça entre les mains des citoyens, des entrepreneurs algériens. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas être chef d'entreprise respectable s'il n'y a pas un cadre juridique. D'accord? Deuxièmement, il faut libéraliser l'arrivée des investisseurs étrangers. Moi, demain, je peux en ramener 500, 600, 1000 investisseurs en Algérie dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Mais juste, il faut que les règles du jeu soient claires. Il ne faut pas me dire, bah, ça, Faut une peut-être, réforme. Après, il y a un concert ça ne touche pas simplement, ça ne touche pas uniquement l'Algérie, ça touche tout le continent africain, même les pays développés, mais c'est beaucoup plus sophistiqué. C'est quelque chose, je vais annoncer une banalité, mais qui est dramatique, c'est la corruption. Là, il faut aussi s'attaquer à un certain nombre de trucs et de dire, voilà, maintenant, commençons par le début, il faut libéraliser. Sans ça, on ne peut rien faire. Il faut bien évidemment quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure en off, c'est le capital humain, c'est les ressources humaines. Si on n'a pas un capital humain, vous ne pouvez rien faire. Rien. La richesse d'une nation, c'est sa jeunesse, mais si sa jeunesse, vous l'amenez dans une école
qu'on appelle l'ignorance, ou on appelle l'ignorance, même si c'est une ignorance sacrée, ça ne peut pas remplacer les écoles de lumière, les ententes, etc. C'est une belle conclusion. Le débat était passionnant à CLSRI. Merci pour les solutions. Merci Omar pour ton entrain et ton engagement. Merci beaucoup CLSRI aussi pour ta pédagogie, etc. Bien sûr, on ne peut pas tout expliquer, tout résumer en une seule émission. Le bilan économique de ces 5 dernières années, on reviendra sur ce sujet avec notre plateau. Malheureusement, notre temps est illimité, mais comme vous le savez, on vous dit toujours à la prochaine. Notre objectif, encore une fois, c'est d'informer, d'expliquer et de vous offrir une information fiable pour que vous puissiez forger votre propre opinion et de créer toujours un échange. De la discussion jaillit la lumière et de la répression jaillit l'ignorance. Voilà ce qu'on voulait dire. Et je vous dis à la prochaine pour un autre débat, le studio des élections présidentielles d'Algérie le 7 septembre 2024.